Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience X.0. Je suis Simon Lemire, votre animateur de podcast et aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Yannick Beaulé, chef des revenus chez Epic Machinery, entreprise manufacturière, leader en Amérique du Nord, justement dans le secteur par des papiers, aluminium. Donc, Yannick a mis en place une structure d'opération de revenus très intéressante dans les dernières années et on en discute aujourd'hui lors du podcast. Sur ce, je vous dis bon podcast. Bonjour Yannick. Bonjour Simon. Un grand merci d'accepter mon invitation de venir sur le podcast Expérience X.0. Ça me fait plaisir. Vraiment un privilège de t'avoir. Je sais que tu es assez occupé, donc bien content que tu fasses partie de cet épisode. Bien, je suis content d'être là et de pouvoir partager notre expérience. Absolument. Tout découle, on se connaît depuis quelques années, tout découle d'une rencontre qu'on s'est par hasard à Hanover Messe l'année dernière en avril, où tu es passé à notre kiosque, puis on a pu discuter un petit peu plus de la structure que tu as mis en place d'opération de revenus chez Epic. On a eu la chance de collaborer ensemble dans un diagnostic Audi RevOps qu'on a fait chez Epic. Ça a découlé de plein d'idées, puis vous avez fait justement quand même pas mal dans le plan de projet. Puis là, mais suite à ça, vous avez mis en place, et toi, derrière justement la direction, une structure d'opération de revenus assez phénoménale. Puis je vais vouloir qu'on en parle aujourd'hui. Ça va être super intéressant. Parfait. Dans un premier temps, j'aimerais ça que tu te présentes. Bon, Yannick Beaulé, chef des revenus. Qu'est-ce que ça fait, un chef des revenus chez Epic Machinery? Puis tu pourras faire du pouce un peu sur qu'est-ce qui est Epic Machinery aussi derrière. Bien sûr. Bien, écoute, merci de m'avoir invité. C'est le fun. C'est ma première expérience. J'espère que ça va bien aller. En fait, Epic Machinery, c'est une compagnie qui est issue de la fusion de deux entreprises, deux manufacturiers, équipementiers du Québec, Advanced Dynamics de Saint-Bruno et Mecfar du Saguenay. Deux compagnies qui travaillaient ensemble sur certains projets puis dans le même écosystème, principalement dans l'aluminium. Et en 2021, alors, il y a eu fusion entre les deux organisations pour créer Epic Machinery. Puis moi, j'arrive du côté de Mecfar, puis j'étais responsable des ventes à ce moment-là. Et dans la fusion, on m'a demandé d'occuper le rôle de ce qu'on appelait chef des revenus. Pourquoi chef des revenus? C'est un peu le fait qu'on avait une équipe exécutive où on voulait avoir, il appelle en anglais le C-suite. Alors évidemment, c'est classique, hein? Chef des finances, chef des opérations. Quand tu arrives aux ventes, là, c'est pas nécessairement si intuitif. Mais finalement, c'était d'avoir un chef, on l'a appelé chef des revenus, qui est quand même un titre pas toujours commun en industriel, mais chez nous, je suis responsable des ventes, l'ensemble des ventes, responsable du service puis de ce qu'on appelle l'aftermarket, le service après-vente, pièces de rechange, services. Également tous les projets qu'on appelle projets momentum, c'est-à-dire les projets qui demandent une certaine vélocité, une flexibilité de moindre envergure, mais qui sont quand même intéressants pour nous avec les clients. Je suis également responsable du marketing, les communications externes et l'innovation. Donc, c'est quand même un bon portefeuille, mais c'est tout interrelié en termes d'activité puis de besoins. Fait que ça fait un certain sens là, au niveau organisationnel. C'est génial. Pour ceux et celles qui nous écoutent, généralement, on introduit l'acronyme RevOps, Revenue Operations en anglais, Opération de revenus en français, qui est l'alignement des départements qui génèrent du revenu. Oui, tu as le process, tu as la technologie, tu as l'humain, c'est trois grands piliers. Quand on l'amène dans un côté managérial, où on a un rôle à jouer dans l'organisation, c'est là où le vice-président RevOps ou encore une fois chef des revenus qui signifie essentiellement la même chose prend tout son sens. Là. Donc, c'est intéressant que vous avez pris ce volet-là au niveau de l'organigramme de Epic pour ramener justement cette notion-là de RevOps sur laquelle vous bâtissez là, depuis les dernières années. Tout à fait. C'est super intéressant. Ça compte à peu près combien d'employés au total que Epic Machinery a à travers, puis même sur combien de pays? Oui, Epic Machinery, on est, je dirais qu'on peut dire qu'on est global. On a des installations au Canada, aux États-Unis, on a une présence des employés. Mm-hmm. On a un centre de service en France, on a un centre de service au Bahreïn et on a nos unités de fabrication, assemblage et l'ingénierie mécanique, ingénierie contrôle automatisation en Inde, qu'on a vraiment développé là-bas dans les dernières années. Au total, on est plus de 1000 employés de façon globale. Donc, avec des pôles vraiment importants, Canada et Inde.
pour l'entreprise. Ça serait 2 pôles. Quand même, une bonne entreprise, bonne grosseur. Oui, ça paraît pas tout le temps avec l'évolution, puis les embauches, les acquisitions, mais à un moment donné, quand tu fais une pause, tu réalises que ça devient intéressant. Mais parlons d'acquisition. Suite à la fusion avec Advanced Dynamics, MECFOR 2021, ça serait quoi le principal défi que vous avez vu lors de la fusion? Puis là, après ça, grossir par acquisition aussi avec les différents pôles à travers le monde. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est quoi le premier mur que vous avez frappé, peut-être qu'auquel vous n'avez pas pensé? Je dirais peut-être pas penser, mais le mur le plus important, c'est la capacité en anglais, le terme est vraiment bien, c'est scalability. Ouais. C'est être capable d'aller chercher cette croissance-là en se développant de façon structurée, mais en s'éloignant de ce qu'on appelle le tribal. Parce que si on se fie sur le tribal uniquement, sur les connaissances internes, sur les individus en place, bien, ces gens-là ont 24 heures d'une journée. Ces gens-là ont des limites. Évidemment, tout le monde a une limite. Donc, est-ce que tu limites l'entreprise au talent de ce que tu as comme personne en place, ou est-ce que tu mets une structure pour être capable de scaler up et tu peux pas cloner tes meilleurs. Ça n'arrivera pas. Fait que comment tu fais pour aller chercher de l'information, puis rajouter des gens et toujours être aussi efficace, c'est le défi principal, surtout en vente et en croissance. Très intéressant. Puis pourquoi tu dirais avoir structuré une démarche, je vais dire RevOps, c'est-à-dire un alignement interne, au lieu d'avoir gardé le statu quo que beaucoup d'organisations font des fois, quand ça va trop vite, des fois, ils font comme, écoute, on va garder ce qui marche bien actuellement, puis on touche à rien. Pourquoi avoir entrepris un peu cette idée-là de dire, non, je veux améliorer mes opérations de revenus, il faut avoir un alignement, puis qu'est-ce que vous avez fait? Ben, c'est un peu, je dirais que c'est mon métier, hein? C'est la direction, on grossit. Nous, on voulait faire pratiquement x10 des revenus sur une période quand même sur 8-10 ans. Tu peux pas faire ça en changeant pas. Tu peux pas faire ça juste en disant on va continuer à faire ce qu'on fait, mais plus. Il y a une limite à ça, comme je disais. Fait que c'est vraiment une commande qu'on a eue de nos investisseurs, de la direction, une commande qu'on m'a donnée. On dit, Yannick, faut que tu t'organises pour aller chercher cette croissance-là. Et elle ne viendra pas nécessairement uniquement par acquisition. Et si jamais il y avait acquisition, il faut que ça soit dans une approche concertée et organisée sous un même toit, par exemple. À ce moment-là, il fallait mettre en place ce qu'on a appelé l'Epic Way. C'est-à-dire, on va se donner... Tu l'as mentionné tantôt en RevOps, ça commence avec les personnes, ensuite il y a les procédés et la technologie. Donc, il fallait définir les rôles et responsabilités, l'imputabilité de chacun. Tout à fait. Ne pas avoir des titres représentants, développement des affaires. Avec le temps, les gens à casse se donnent ou à casse certains titres. Il fallait raffermir la situation. Donc, on a créé, c'était assez simple, des gestionnaires de comptes, des gestionnaires de produits et des gens d'application pour le soutien en termes de soumission, puis d'estimation, puis tout ça, au niveau du développement de marché. Donc, trois positions très simples avec 5 régions. Puis chacune des régions est un miroir de l'autre avec des account managers, des product managers, application support, qui est plus global, mais qui pourrait très bien se régionaliser. Donc, une fois qu'on a mis en place les gens, puis que les gens savent ce qu'ils ont à faire, maintenant, comment on va le faire? Donc, le processus. Il y a tout le processus de vente. C'est la capture de l'opportunité, à la proposition, au suivi, au closing, et finalement, pour passer le bâton après aux opérations, parce que c'est vraiment cette section-là qui est la nôtre. Mm-hmm. Puis après ça, c'est de se dire, parfait, tout ça, c'est bien beau, mais on ne fera pas ça sur papier, puis on ne fera certainement pas ça sur Excel. Fait que ça nous prend un outil, dont on technologie, ou effectivement, un CRM fort qui devient le centre de réalité, le centre de vérité de l'organisation au niveau des ventes qui a été mis en place pour supporter tout ça. C'est génial. Puis, tu m'as parlé justement le côté leadership, mobilisation dans un premier temps, de dire faut s'en aller là. Il faut absolument faire ça pour avoir des Epic Way. Là, des Epic Way, évidemment, passe par le biais du process qu'il faut standardiser, puis, entre autres, le côté technologique à venir ajouter. Y a-t-il eu des défis au niveau de la réticence dans le changement, peut-être, de la méthode
que vous vouliez justement amener à différentes équipes à travers le monde même. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il eu des défis ou du moins une réticence à ce niveau-là? Comment vous l'avez géré? Ben oui, il y a toujours, c'est une réticence, comment je dirais, une réticence classique. La force de vente se voit souvent comme étant une force terrain, ce qui est le cas. Donc, il ne faut pas enlever la présence client, il ne faut pas mettre sur la vente un système, un processus et des technologies qui fait en sorte que tout ce qu'ils font, c'est du rapport puis du suivi interne. Mais en même temps, ben, c'est fondamental qu'on ait accès à l'information puis que ça soit pas toute l'information ne soit pas gardée dans les notebooks de chacun. Donc, c'est une combinaison de conscientisation, de formation, un peu de bâton en termes de contrôle puis de contrôle du processus avec la technologie. Mais en même temps, ça va arriver seulement s'il y a une proposition de valeur positive pour l'équipe, pour l'employé, pour l'organisation. Il faut que ça vale la peine pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le représentant, son gestionnaire, les opérations, les finances, l'innovation, le marketing. Tout le monde doit y trouver son compte dans un outil CRM pour que, finalement, ça ne soit pas une imposition, mais plus les gens, finalement, s'habituent et en font un outil de travail positif et constructif qui donne des résultats. C'est impossible d'y arriver seulement en disant ben c'est la nouvelle façon. Je comprends que tu ne veux pas changer, mais c'est ça les nouvelles règles. On n'y arrivera pas. Non. Puis, c'est pas non plus logique d'investir dans quelque chose qui n'apportera pas ce niveau de valeur-là. Je pense que tu mentionnes un point important, le côté compréhension du pourquoi on le fait. Ah, c'est fondamental. Ça part du leadership. Ça part du, oui, pourquoi on le fait collectivement. Il y aura toujours des réfractaires. J'imagine il y aura toujours des gens qui ont peut-être moins envie, puis c'est normal, c'est correct. Tu sais. Après, c'est de trouver des trucs, puis trouver une manière de simplifier l'utilisation de la technologie puis le processus. Mais je pense que tu dis vrai que dans le pourquoi en amont, ça va être essentiel pour le succès après d'un projet. Là. Constamment. C'est fondamental. Donc, chez nous, ce qu'on a fait, donner juste quelques exemples, on a attaché notre gestion documentaire, on l'a attaché au CRM. Donc, à partir du CRM, peu importe où tu es, tu as accès au SharePoint sur lequel il y a l'ensemble de l'information. Donc, on est capable de retrouver toute l'information sur nos produits, toute l'information sur les dossiers de vente de chacune des opportunités, toute l'information sur l'opportunité elle-même, où ce que tout le monde a un peu une partie de leur service dans le CRM. Un exemple, si le projet a une notion d'innovation, ben on l'identifie et notre direction et notre équipe d'innovation a accès à son pipeline où il y a effectivement noté qu'il y avait innovation. Et quand je parle de valeur, bien, le représentant ou l'account manager qui a pris la peine de mettre qu'il y avait de l'innovation, bien, tout de suite va chercher l'appui et le support de l'équipe d'innovation qui est au courant dès le départ qu'effectivement, cette opportunité-là, il faut la suivre avec l'account manager pour être capable de livrer l'innovation quand ça va arriver, puis de se staffer en conséquence, d'aller chercher le talent, de tout de suite être proactif dans ce qui peut s'en venir down the road pour que ce soit finalement une opportunité plus payante pour tout le monde. C'est intéressant parce que là, c'est pas juste l'aspect vente. C'est pas juste on utilise le CRM, HubSpot en exemple, pour générer des nouvelles ventes, des leads. C'est aussi un outil de centralisation d'informations pour faciliter le leg aux opérations, pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure planification. Exact. Et nous, on a une organisation que 25 à 30 clients vont nous donner 80 % de notre business, puis c'est quand même plusieurs dizaines de millions. Fait que c'est pas autant la génération de leads pour nous, c'est plus la gestion de compte, la gestion d'activité. Puis comme cette gestion de compte-là, comme tu l'as dit, est organisationnelle, bien, c'est un outil, oui, c'est l'outil qui appartient aux ventes, mais c'est un outil qui est utilisé à travers l'organisation. Un autre exemple, c'est on ne pourrait pas faire la planification qu'on fait sans le CRM. Donc, de pouvoir identifier les opportunités qui sont imminentes, permet une proactivité aux opérations qui fait en sorte qu'on ait beaucoup plus de vélocité lorsque les opportunités finalement se transforment en commandes. Bien, ça permet également un meilleur planning aux opérations, meilleur forecast aux finances. C'est vraiment le pendant, l'amont, si tu veux, là, du backlog, ensuite de la génération de revenus. Une fois que ça, c'est fort, bien, je veux dire, ça donne une visibilité
une force exceptionnelle. Là. 100%. J'adore ce que tu me dis. Puis je fais du pouce parce que j'ai plusieurs entreprises, des fois, qui me posent la question par rapport au forecast, puis de quelle manière, ça serait quoi dans les meilleures pratiques d'organiser son pipeline de vente pour avoir une meilleure visibilité sur qu'est-ce qui va tomber. Très difficile d'avoir un pourcentage. Mettons qu'on a soumissionné 50 de chance qu'on l'a. Puis là, ben, on peut se fier sur le average, là, la moyenne du taux de closing. Je suis d'accord, c'est une information qu'on peut aller chercher. Quand on parlait à Hanovre ensemble, tu me mentionnais un petit peu la manière dont tu as structuré ton pipeline de vente dans un objectif de maximiser le fait de gagner l'opportunité. Ouais. Puis évidemment, ça passe aussi par le biais de améliorer la visibilité sur le forecast aussi, parce que le plus que tu es structuré, le plus que c'est béton dans ton process de vente, mieux tu as l'information pour être capable de forecaster ces opérations. Je serais curieux que tu le dises un peu en ondes, la manière que tu as structuré le pipeline de vente, puis de quelle manière tu as amené ça à l'équipe, justement, des account managers aussi sur le terrain. Tu me parlais un peu du carré de sable en amont, puis assurer d'avoir un certain nombre de touchpoints, un nombre de visites qui permet d'avoir une meilleure réalité sur le forecast potentiel de closer cette opportunité. Tout à fait. Si on parle, par exemple, évidemment, là, j'expande sur le fait que le pipeline est organisationnel, mais en partant, c'est l'outil des ventes. Il ne faut pas l'oublier aussi. Oui. Puis, quand on parle d'outils des ventes, bien, pour un account manager, bien, c'est un centre de gestion d'activité. Donc, la visite client, les suivis qu'il a à faire, on tente autant que possible, puis c'est jamais parfait, comme tu peux bien le savoir, mais autant que possible, de jamais quitter une opportunité sans avoir la prochaine étape, de la noter avec une date. Donc, l'account manager, dans l'outil, sait que la prochaine étape va être, ça peut être appeler le client, faire une soumission, et avec une date. Comme ça permet et à cette personne-là et à l'équipe de savoir, par exemple, c'est quoi la prochaine étape d'une opportunité. Mm-hmm. Fait que ça, c'est dans la vraie vie, gérer une activité d'opportunité. Il y a aussi le fait que dans notre domaine, je ne peux pas dire, un peu comme au hockey, tu dis pas, va faire un but. Tu vas dire, ben garde ta palette sur la glace, va au centre, va devant le but, va dans le coin. Ben ces choses-là, faut que tu les mesures, faut que tu les identifies, ces activités-là. Puis le CRM est un bel outil pour ça, puis de dire, par exemple, ben si on décide de pousser un certain produit, on peut dire, nous, j'appelle ça une campagne, ben à ce moment-là, ben on dit, ben au lieu de dire, on a un produit, on va mesurer dans le pipeline combien on a d'opportunités. On va commencer par dire, non, on va identifier où ces produits-là chez les clients. Première étape, juste ça. Mm-hmm. On va le noter, on va faire dans le pipeline, on va s'assurer de le suivre dans le CRM. Qui est le contact qui s'occupe de ce produit-là présentement chez nos clients? Juste ça, juste un devoir à la force de vente, puis de le noter. Pour que, éventuellement, quand on est prêt, on peut lancer une campagne, on sait qui contacter. Le marketing peut faire une campagne de son côté avec les contacts qui ont été identifiés. Les gestionnaires de produits savent, avec la force de vente, les régions ou les clients où on peut mettre l'accent. Donc, en ayant fait une démarche structurée, bien, ça nous permet de compter des buts. C'est intéressant, en fait, de le positionnement puis l'analogie avec la stratégie. Hein? C'est comme tu dis, au hockey, au soccer, peu importe le sport, on va effectuer des tactiques, des stratégies, une formation, puis on va essayer d'évaluer aussi l'opposition, comment ils naviguent là-dedans, dans un objectif d'aller marquer des buts. Exact. Puis là, ben, c'est le même principe. Le CRM, c'est un bel outil. Il faut le configurer, puis après, il faut l'utiliser à bon escient pour aller identifier les parties prenantes dans un objectif d'aller go-to-market, dans un objectif d'upseller ou dans un objectif d'être proactif dans notre démarche de marque. Tout à fait. C'est fondamental. Puis je reviens un peu là-dessus parce qu'une fois qu'on a dit, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent leur imputabilité, le processus est clair, est là, puis est suivi autant que possible. Bien, après ça, la technologie, bien là, c'est là que le plaisir commence, parce que là, tu peux adapter la technologie pour venir attacher tout ça, puis comment je dirais, augmenter la vélocité, augmenter l'efficacité. C'est vraiment fait pour ça. Puis c'est là que tu vois la valeur d'un outil comme un CRM. C'est cet ensemble de choses-là qui te permet d'en faire plus vite, puis de scaler la business de façon réelle, de façon très tangible. C'est vraiment là. Puis c'est là que les gens disent, après pas de recul, après 4 ans, ouais, OK, on ne pourrait pas travailler sans ça, finalement. C'est vraiment, on a besoin de cet outil-là pour se rassembler. C'est le rassemblement. C'est à toutes les semaines le suivi pipeline. Tu profites de l'outil pour rassembler, communiquer. Bien, à ce moment-là, c'est l'humain aime être en équipe. Bien, c'est vraiment un moment
intéressant pour tout le monde de pouvoir partager autour du pipeline, autour de l'activité. Fait que c'est vraiment, là, ça devient finalement, j'aime à dire que le CRM, il faut qu'il devienne aussi important pour un employé que Outlook. Oui, je suis d'accord. Tu sais, quelqu'un rentre au bureau, ouvre Outlook, hein, c'est la première affaire que le monde font. Ben moi, je m'attends à ce que tu ouvres Outlook, tu ouvres ton CRM. Ben oui. Puis toutes tes activités, de par là, tu es correct pour ta journée. Ça t'organise, ça te donne une meilleure visibilité. Non, super intéressant. Puis un autre point, une bonne question pour toi, parce que on a tendance à dire qu'il faut adapter la technologie, le CRM, aux représentants et à notre façon de faire. D'autres vont dire, ouais, mais à un autre moment, il faut aussi changer notre processus pour s'adapter à quelque chose de standardisé. Un va dans l'autre un petit peu. De ton côté, comment vois-tu ça? Est-ce que c'est uniquement le CRM qui s'adapte à notre équipe de vente ou notre équipe opération de revenus? Est-ce qu'on doit s'adapter absolument à l'outil ou il y a un hybride entre les deux? Ça serait quoi ta réponse à ce niveau-là? Je te dirais que le driver, c'est le processus. Le processus. Si tu ne l'adaptes pas à tes équipes, parce que si tu fais ça, finalement, tu viens limiter ta scalability. Fait qu'en partant, tu ne rends compte pas pourquoi en tout cas, pour nous, tu t'es lancé là-dedans. Mm-hmm. Fait que, puis tu ne peux pas non plus dire, je vais prendre le CRM puis je vais adapter mon processus à ce que le CRM est capable de faire. Surtout en 2026, où il y a tellement de flexibilité technologique. Il faut que ton processus et ensuite tu adaptes ta technologie dans tout ce qui est raisonnable. Oui. Tu adaptes ta technologie pour suivre ce que tu veux faire. C'est fondamental. Parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher le maximum de valeur, puis que tu vas aller chercher l'acceptance, puis tu vas aller chercher finalement en tout cas, de la façon que la technologie est montée aujourd'hui, de la flexibilité qu'elle a. On a paramétrisé quand même pas mal notre solution. Je pense que ça a valu la peine. Puis dans cette paramétrisation, je ne sais pas si c'est un mot, mais je vais l'utiliser somme toute. Danny Caron, je pense, de chez Porte-Barry, qui m'avait dit ça. J'avais adoré ce mot-là. Bref, la réticence quand on adapte l'outil le plus possible, mais que des fois, il y a certains éléments qu'on ne peut pas. Y a-t-il eu des éléments précis dans votre implantation CRM dans les dernières années qui a été un flop ou du moins qui n'a pas fonctionné parce que justement les équipes des ventes n'ont pas aimé la manière que ça a été configuré puis il y a eu de l'optimisation à ce niveau-là? Y a-t-il des éléments? Je te dirais que c'est pas autant pas aimé que des fois on est un petit peu crinqué ou ambitieux avec le rêve, là, tu sais. Par exemple, chez nous, je voulais avoir la bibliothèque complète de tous mes produits à jour tout le temps dans le CRM. C'est pas autant le CRM, mais on a créé dans le CRM l'espace produit. Ben, c'est quand même un job de maintenir ça à jour, que les gens, dans leur travail, ce soit une priorité. Donc, j'aurais bien aimé arriver là. L'environnement a été créé là. Mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a été mis en place complètement? Non. Donc, c'est un exemple, par exemple, de ce que j'aimerais bien dire, que notre bibliothèque virtuelle est complète et que le CRM est un joueur, éventuellement peut-être, mais pour le moment, c'est un défi. OK, mais c'est bon que tu le mentionnes parce qu'il y en a beaucoup. On parle des fois de trip technologique, comme tu dis, ou de désir, puis c'est normal, on l'a parce qu'on a une ambition, puis c'est bien de la conserver. Mm-hmm. Mais comment tu l'amènes, des fois, c'est de le réaliser, puis de le réaliser au bon moment. Parce que là, si on reste dans cette boucle-là, puis dire non, c'est absolument ça qu'il faut, puis que tu arrives à même pas mettre en go live ta solution ou à aller chercher les gains parce que tu es uniquement stické à vouloir avoir cette librairie de produits au complet mise à jour en temps réel, bien, à un moment donné, tu passes à côté de plein d'autres gains, quick wins que tu pourrais faire. Donc, de le réaliser, je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense que le conseil qu'on a à donner, c'est que des fois, revoyez des fois l'ambition un peu plus à la baisse, mais conservez-le parce que c'est quelque chose qui définitivement à terme pourrait se faire avec une intégration ERP avec la librairie de produits en temps réel qui est syncée. Oui, tout à fait. Ça se fait. Aussi, c'est une question de priorisation. Hein. C'est toujours ça. C'est priorisation. Mais tu as raison. Il faut savoir lâcher des fois, dire le parfait est l'ennemi du mieux. C'est bien dit, ça. J'adore. Ça, je la conserve, celle-là. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet? Que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com, lakhos.com, sous l'onglet « Nous joindre ». Retour au podcast. Y a-t-il une situation, tu m'en as mentionné une en Allemagne justement, une situation où le CRM a permis de closer une très belle opportunité, mais qui n'était pas nécessairement
un contexte de vente directe, c'est-à-dire une visite en entreprise, puis que le rep a donc fait une bonne job en pitch de vente, mais plutôt que le CRM a aidé justement d'un point de vue organisationnel à identifier une opportunité ou identifier une partie prenante que par l'entremise d'une autre division, parce que chez vous, vous avez plusieurs divisions, closer cette opportunité-là ou ramener un revenu. On peut appeler ça en cross-sell ou upsell, comme on veut le voir. Y a-t-il une situation comme ça que vous avez déjà eue avec le CRM? Oui, tout à fait. Je dirais que comme on est global, puis comme nos clients sont globaux, c'est très difficile de savoir la main droite, la main gauche. Fait que d'avoir l'information dans le système, ça nous arrive à quelques occasions où on pense que quelque chose a glissé, quelque chose est plus... Parce que l'angle avec lequel on est embarqué, le contact est parti, le contact a changé, ou il y a un froid, peu importe. Mais qu'un autre angle, par une firme d'ingénierie qui ouvre un dossier, puis là, l'opportunité est toujours vivante, finalement. C'est juste que le canal dans lequel on l'avait commencé, est dans le système. Fait que c'est facile à ce moment-là quelqu'un ne créera pas un doublon, va retrouver l'opportunité et là peut la réinitialiser et l'amener à terme, par exemple, à partir de ce qui avait été fait et pas de recommencer à zéro. Puis, mais si on le fait à quelques occasions, là, c'est parce que l'information était organisationnelle et non personnelle. En conservant l'historique, justement, en conservant dans le dossier. l'historique, puis en ayant les anciens échanges liés aux boîtes de courriel, tu es capable d'avoir l'ensemble des échanges qu'il y a eu. Très rapidement, la personne est capable de peut-être de dégonfler une situation qui était rendue à un point, peu importe la raison, qui faisait en sorte que c'était plus difficile d'échanger puis de se positionner pour gagner. Puis, on revire ça de bord. Mais tout ça parce que, justement, l'information n'est pas dans une boîte de courriel, n'est pas statique. pas statique. L'information est vivante. C'est vraiment intéressant quand ça commence à prendre... ça prend quelques années souvent. C'est l'accumulation de l'information, l'accumulation de la documentation qui permet de faire ça. Là. Une meilleure communication interne sur même différentes divisions à l'interne pour dire hey, moi, j'ai le contact dans telle organisation. C'est pas dans ma ligne de business unit. Par contre, pour toi, si tu veux, je peux aller chercher l'information ou te partager l'info. Puis là, à ce moment-là, inter-entreprise, tu es en mesure de justement augmenter les revenus de l'organisation. Puis c'est vraiment c'est ça. Puis le CRM, je reviens là-dessus, c'est comme le feu de camp. C'est là qu'on se retrouve. Fait que, par exemple, on a une équipe d'application globale. Donc, c'est une équipe à Montréal qui dessert pas mal. On a des équipes partout. Dans le CRM, on a une section qui est génération de propositions, où on gère les priorités, où on gère qui va faire quoi dans le processus de soumission. Puis à toutes les semaines, les équipes se rassemblent autour du feu de camp pour amener les priorités qu'ils ont, ce qu'ils ont à faire, et c'est noté dans le CRM. Donc, tout le monde, encore une fois, c'est un autre moment où il y a partage, communication, échange, que tu n'aurais pas sans l'outil. L'outil est c'est le feu de camp qui attire les gens autour du feu de camp. Donc, il y en a un qui amène sa guitare, puis ils ont du fun, mais c'est l'outil du CRM qui est le central. J'aime encore l'analogie. C'est vraiment intéressant. De votre côté, puis de ton opinion, étape numéro 1 pour une entreprise manufacturière, aussi grande qu'Epic, plus petite, ici au Québec, au Canada, qui a envie d'entamer une démarche CRM, c'est-à-dire, prenons l'exemple, on est sur des fichiers Excel actuellement, puis on a envie d'implanter une structure CRM, puis il t'écoute en ce moment, puis il dit « je veux ça ». Première étape, selon toi? Si on veut être conséquent, c'est de dire que le CRM va être un outil qui va être en support au processus. Puis le processus, il commence avec une imputabilité claire de vos gens. De mettre un CRM juste pour remplacer Excel, ça va être difficile parce que dans le fond, c'est juste un Excel bonifié. Ça va juste vous coûter plus d'argent pour vous donner le même résultat. Il faut vraiment que ce soit une démarche globale et que la technologie vienne appuyer le processus que vous mettez en place. C'est fondamental. Le CRM, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une lampe d'Aladin. C'est juste un facilitateur. Donc, il faut que ça soit en place. Puis ensuite, il faut que... Ça, c'est important aussi. Il faut valoriser la transparence, valoriser la communication, valoriser le partage d'informations, valoriser la curiosité, le partage. C'est des choses que si, dans une organisation, les gens
ont tendance culturellement à garder l'information. S'il y a des silos, ça va être beaucoup plus difficile de rentabiliser un feu de camp si les gens ne viennent pas s'asseoir autour. Là. Fait que il y a une série de choses à faire en parallèle, évidemment, là, à implanter là, un CRM efficace. Là. J'adore. Puis le rôle du leadership là-dedans? Bien, c'est évidemment, là, quand on parle de culture, ça vient d'en haut. Je pense aussi d'un point de vue pratico-pratique, si il y a un CRM puis que la direction ne va pas jouer dedans, ne va pas chercher l'information. Un exemple bien facile, si le CEO appelle un représentant pour savoir ce qui se passe d'une opportunité, bien, on l'échappe parce que l'information est supposée être à jour dans le CRM. Je ne peux pas dire au représentant, bien, rentre toute ton information, c'est important pour l'organisation, mais que lorsque la personne en charge a une question, va directement là. Il faut conscientiser les gens qu'il y a un outil qui a l'information. Pas qu'on ne veuille pas se parler, mais l'information doit être là. Donc, c'est tous des petits réflexes à donner pour que le CRM, finalement, serve organisationnellement. Puis que ce soit la direction donne l'exemple. Oui, ça, c'est un bon point. Face à cet outil-là. Là. J'adore. Je fais du pouce sur... Là, on parle de direction, leadership, on parle de process, on parle d'implantation du système collectivement pour que ça soit un outil organisationnel. Ça permet, entre autres, d'être, plus organisé, plus centralisé. Ça permet de plus vendre, au final. Ça permet d'augmenter les revenus, là, l'objectif final, au final, un peu de tout ça ensemble. D'être proactif. D'un point de vue rapport analytique, puis on a fait aussi un épisode, mon collègue et moi, Anthony, là-dessus, parce que souvent, on veut toute l'information, on veut tous les rapports qui existent, puis c'est souvent, je dirais pas recommandé, hein, partons simple. Vous, de votre côté, de quelle manière vous gérez justement les rapports analytiques, dans le CRM? C'est quoi les métriques que vous souhaitez suivre, justement, dans l'objectif d'augmenter les revenus? Fait que c'est pas juste le chiffre d'affaires qui augmente à la fin d'année, puis le BAYA, c'est aussi... de manière quotidienne, de manière mensuelle, trimestrielle. Qu'est-ce que vous suivez, vous, comme métrique dans le CRM au sens large de l'organisation? Bien, on est assez, je dirais, classique à ce niveau-là. Une fois que pour nous, le pipeline est quand même c'est central à tout ça. Donc, au niveau des métriques, je commencerai avec une chose qu'on suit tout le temps, c'est on fait la santé du pipeline, mais au niveau respect des processus. Donc, j'ai un dashboard sur les dates. Est-ce que les dates sont à jour dans le système? Est-ce qu'on a des contacts pour les opportunités? Est-ce qu'on a attaché un produit à l'opportunité? Des choses qui sont fondamentales pour que ça fonctionne. Bien, on a quelque chose qui soulève avec les individus et le nombre de manquements, par exemple, pour qu'on puisse rapidement, en commençant à parler de pipeline, faire un sanity check de sa viabilité. Fait que là, les gens, ils commencent un meeting, bien, ils ne veulent pas que le nom soit là. Fait que c'est une façon de garder le pipeline à jour. Bon, c'est quelque chose d'intéressant. Mais qui est aussi fondamental, là. Ben oui, parce que sinon, garbage in, garbage out. Fait que si on ne suit pas ça, ça peut devenir assez rapidement n'importe quoi. Ensuite de ça, ben, on tombe dans le classique. Fait que là, on regarde notre pipeline dans le temps, notre pipeline en termes de hot éminent, notre pipeline en termes de par client, donc par région. Je suis capable donc de filtrer, de montrer tout ça. Et lorsqu'on fait un suivi, par exemple, nos suivis pipeline, c'est un dashboard très simple où on descend d'en haut en bas sur ce qui a été créé dans les 15 derniers jours. Donc, puis on peut regarder par montant ou par stratégique. Qu'est-ce qui a été perdu ou fermé dans les 15 derniers jours, gagné et fermé. Donc, il faut le regarder. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est devenu imminent? Fait qu'en discuter. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a notre conversation CRM là, de façon régulière. Très intéressant. Puis ça découle, entre autres, du sanity check en amont. Parce que si tu ne fais pas bien ça, tu n'auras jamais les rapports à jour de qu'est-ce qui est hot actuellement. Non, tu ne pourras pas t'y fier. Très difficile. Tu ne pourras pas t'y fier. Fait que c'est vraiment... ça part de là. C'est un certain contrôle, si tu veux. Là, J'ai eu une bonne discussion aussi avec un autre manufacturier québécois basé à Sherbrooke, justement, qu'ils veulent faire plus de forecast. Puis ça fait du pouce sur ce que tu mentionnes parce qu'on met des dates de prévision de quand est-ce que ça pourrait ultimement closer. Puis ça, en vente, c'est important. C'est quoi le timeline? Tu peux me dire dans 6 mois, c'est pas grave, mais il faut que je le sache. Ouais. Puis c'est dans un mois, il faut que je le sache aussi. Ouais. Le ghosting, on essaie de le limiter le plus possible. Il y en a toujours, donc les touch points sont importants, les visites, etc. Mais de mettre ça à jour est essentiel parce qu'après, si on veut forecaster avec les opérations, il y en a combien dans le pipeline, il y en a combien en commande, qu'est-ce qu'on veut
Puis ça, c'est pas fait en sanity check dans le pipeline, comme tu dis. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis tout ça étant dit, ben c'est pas une science exacte. Ça, c'est un autre point. Il faut que tout le monde, les parties prenantes, soient conscientes que, ben pas parce que c'était dans le pipeline imminent que ça n'arrive pas, que c'est la faute à quelqu'un. On est dans un environnement où un budget peut avoir sauté, où un concurrent peut avoir acheté une job. Il peut arriver n'importe quoi qui vienne dévier. Si les gens, aux opérations, aux finances, prennent ça comme la Bible, ben on va l'échapper aussi. Fait qu'il faut qu'il y ait une compréhension que c'est un environnement vivant, au mieux de nos connaissances. Mm-hmm. Tu parlais tantôt, par exemple, des go-get. Ben, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, bon, on va mettre des go-get, là, on va se mettre des critères, 25 50 des critères. Il y a une autre école qui dit, non, on va laisser tout le monde mettre le chiffre qu'il pense qui est le bon. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Non, ça dépend dans laquelle... ça dépend de la culture ou ta façon d'approcher. Chez nous, je laisse les gens, surtout au niveau de gestionnaires de région, être le dernier rempart du pourcentage. Mais c'est ça, si quelqu'un arrive avec quelque chose de trop rigide, puis ça vient enlever le... Puis je reviens là-dessus. Ouais. Le CRM est un outil organisationnel pour l'ensemble de l'organisation, mais il appartient aux ventes. Fait que ça, c'est un principe qui est quand même important si on veut que ça soit efficace et que ça fonctionne. Parce que c'est eux, au final... Ben, c'est l'alignement, oui, des départements, mais j'en comprends que c'est eux qui ont quand même la source un peu de vérité sur qu'est-ce qui close, sont sur le terrain aussi, sur qu'est-ce qui... Tu sais, mettons, le marketing génère un lead. Partons macro, là, génère un lead, on a une certaine information. Est-ce qu'on le qualifie, on ne le qualifie pas? Est-ce qu'il convertit en opportunité en commande ou pas? Les ventes vont être en mesure de dire, oh, l'information qu'on a envoyée en marketing initialement, n'était peut-être pas la bonne parce que ça n'a pas marché. Il n'était pas prêt à me recevoir. Inversement, quand on a la bonne info, ça peut amener à convertir, mais ils ont quand même le feeling terrain qui va permettre justement d'avoir certains métriques qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions, mais ce n'est pas une science exacte comme tu mentionnes. Exact. T'sais, par exemple, chez nous, on a une catégorie dans le CRM qui est qualification. Ben, ma philosophie, c'est qu'en qualification, ça t'appartient. Tu mets ce que tu veux, je n'irai jamais poser la question, faire un suivi ou juger, parce que je veux que ce soit créé, que ce soit suivi. Mais en qualification, il n'est pas encore rentré dans le processus, disons. Mais c'est important qu'il soit là. Mais c'est un peu donner cette latitude-là à la force de vente. Tu donnes un carré de sable au vendeur pour dire, là, regarde, tu fais ce que tu veux, je le check pas. Puis ça, c'est un autre gros point, tu sais, quand on parle des fois de métriques, c'est que tu donnes cette latitude-là, mais quand il rentre dans le process de vente où il y a besoin d'un ingénieur à l'interne pour faire la conception d'un produit, ça peut rapidement... C'est des coûts à l'entreprise. C'est des coûts à l'entreprise, mais c'est aussi de la valeur au gestionnaire de compte. C'est comme ça qu'il voit la valeur dans le système. En échange d'avoir quelqu'un qui vient t'aider, il faut que tu tiennes ça à jour. C'est juste tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Fait que c'est un peu un donnant-donnant, si on veut, là, au niveau de la valeur. Oui, parce que c'est pas juste monétaire au nom de l'entreprise qui paye cette personne-là à la conception. C'est aussi son temps, parce qu'il peut mettre son temps ailleurs. Fait que si tu lui fais perdre son temps... c'est clair. Au niveau du coût d'opportunité, c'est ça qui coûte bien plus cher que le coût direct, si tu veux. Là. C'est un très, très, très bon point. Autre question. Croissance par acquisition, croissance par organique. Y en a-tu un des deux que tu trouves qu'il y a un plus grand défi que l'autre ou quels seraient les défis de croissance par ces deux modèles-là? Je fais champ gauche un peu. Oui, non, mais c'est bon comme question. Je te dirais que au départ, je pensais que l'organique serait plus élevé. Tu sais, Taquer, il arrive avec quelque chose. Puis en même temps, c'est peut-être pas ça parce que Taquer, il arrive justement avec quelque chose. Donc, tu as un processus, tu as des gens, des imputabilités, tu as un processus, tu as un outil. Bien là, il faut que tu adaptes cette façon de faire-là de l'organisation acquise et que tu leur demandes de changer. Tandis qu'en croissance, ben, c'est de onboarder des ressources à l'intérieur d'un système. Ça demande des efforts, mais ce n'est pas aussi challengeant que de demander à des gens de changer de façon de faire. C'est ce que je pensais, surtout dans une démarche où il faut que tu adaptes un peu des fois le système, il faut que tu formes sur la manière de fonctionner. J'imagine que ça amène un défi là, au Moyen-Orient, entre autres, en Europe. C'est des cultures qui sont différentes. Vous amenez votre Épicois en Inde aussi. Toute la gestion de la confidentialité de l'information. Je parlais tout à l'heure de la transparence. Moi, je suis d'école qu'il y a un risque à être trop transparent face à la confidentialité d'information. Mais
la valeur de la transparence est plus grande, tant qu'à moi, que... mais ça, c'est dans une culture occidentale. C'est pas nécessairement un given, par exemple, comme en Inde, où ils ont peut-être plus de difficultés avec la confidentialité, avec les secrets industriels, avec ces choses-là, où ils ont peut-être pas plus de difficultés, mais sont beaucoup plus conscients de ça, donc sont plus sur les freins dans la transparence, dans la communication, dans le partage d'informations. Comment tu gères ça dans une entreprise globale qui essaie d'avoir une Epic Way? C'est également un challenge là, à tenir en compte au niveau culturel. Intéressant, intéressant. Parlons de ça. Epic Machinery s'en va où dans les prochaines années suite à cette croissance phénoménale des dernières années? Là, on s'en va où? On continue à croître. On continue à croître. On continue à appliquer le modèle de globalité, de se rapprocher de nos clients. Donc, aux États-Unis, en Europe, Moyen-Orient, Inde, Canada. Ça nous permet d'avoir une diversité de territoires. Puis dans le monde de tarifs dans lequel on vit, ben c'est quand même presque nécessaire. Donc, également par acquisition stratégique et croissance organique. Donc, encore une fois, là, 3, 4 fois, 5 fois ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas mal la commande qui nous est passée. Quand même. Donc, mais c'est quand même de le faire comme il faut, de ne pas laisser personne en pan, de continuer à s'occuper des clients qui sont avec nous aujourd'hui, d'assurer une fondation forte. C'est pas la croissance pour la croissance, c'est la croissance pour réaliser de la valeur pour l'ensemble du marché. Si on pense comme ça, on va réussir, mais si on pense interne, là, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment d'arriver à continuer à faire ça. Puis ça veut dire scalability, être capable de rajouter des gens dans l'équipe, des gens qui vont rapidement pouvoir apporter de la contribution. Puis plus on est efficace avec notre processus, nos technologies, plus ils vont être véloces. Exact. Faire plus avec moins aussi. Donc, d'ajouter, évidemment, je pense que c'est inévitable d'ajouter des membres dans l'équipe. Quand on veut faire 4-5 fois, je pense que ça vient avec. C'est sûr. Mais c'est sûr et certain, si on est capable de donner de la valeur ajoutée à ces personnes-là, en ayant des outils qui vont venir les supporter. Tu sais, on parle maintenant beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de technologie qui vient graviter autour. Ce qui m'amène à ma dernière question, qui vient un peu, où est-ce que ça en va Epic, mais d'un point de vue technologique, avez-vous des chantiers, les prochains chantiers pour venir supporter cette croissance-là que vous souhaitez continuer, puis consolider aussi la clientèle actuelle? Ça ressemble à quoi au niveau chantier technologique? Touche le CRM, mais aussi plus large. Oui, au niveau chantier technologique, c'est vraiment évidemment, l'intelligence artificielle. Donc, c'est de regarder comment, de façon structurée, on peut implanter ça chez nous pour que ça nous aide, autant aux ventes qu'ailleurs, mais aux ventes beaucoup aussi, en termes de ce qu'on a à faire. Au niveau CRM, on en a parlé, d'être capable de mieux leverager mon service après-vente à l'intérieur de la plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis de finalement continuer sur cette lancée-là de centralisation d'informations, transparence, puis s'assurer que les outils suivent, ce qui est des fois un bon défi. Oui, parce que ça va vite aussi, les outils. Puis nos process, puis la manière que ça va vite, surtout dans votre cas, par acquisition, à un certain moment donné, c'est on oublie l'optimisation, l'amélioration continue. Bien, c'est sûr. Puis on le met de côté. Il y a toujours le danger de dire, on a une structure, on a un processus, c'est un dictat, tu sais. Non, il faut rester flexible, il faut rester ouvert, il faut rester curieux, puis s'il faut changer, c'est tout. Là. Exact. Puis on en a parlé même avec mon collègue par rapport à la fin du projet technologique classique. Là. On disrupte un petit peu la patente pour dire que oui, c'est important dans un projet d'avoir une date de début, une date de fin, dans la mesure où tu as un go live, puis à un moment donné, il faut que tu complètes des milestones, parce que là, sinon, ça n'arrête jamais. Oui. Mais de plus penser à on conserve ça, OK, mais après, c'est l'amélioration continue tout le temps. Des chantiers où, regarde, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on n'a pas le droit de le tweaker pour que ça marche mieux. Fait que, je pense que c'est assez important. Puis vous l'avez bien, vous, cette mentalité-là. Tant que les assises sont claires, puis que ça construit sur du solide, tout à fait. Fondation est essentielle. Exact. Puis vous l'avez. En ce moment, vous l'avez. Elle s'optimise, mais vous avez une bonne fondation. Des fois, ça shake un peu, mais je pense qu'on a quelque chose de pas pire. Bien là, ça m'a amené à une dernière question. Excuse-moi, Yannick, là, mais on a encore un peu de temps. Ton regard par rapport à l'intelligence artificielle, parce que ça reste un gros buzzword quand même.
Puis il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est overhypé, même c'est beaucoup trop. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, il y a des petits gains à aller chercher. » On parle des agents. Clin d'œil à mon collègue Anthony, que lui, des fois, il en est comme tanné. De ton côté, c'est quoi ta perception par rapport à l'IA? Puis ça serait quoi un cheminement, selon toi, pertinent pour venir l'implanter à l'interne? Ah, boy, c'est une excellente question. Je te dirais que ma première réaction à ça, c'est une réaction, je vais dire frileuse, dans le sens que je ne suis pas spécialiste d'IA. Moi, les processus de vente, puis la vente, puis les marchés d'aluminium, porté papier, je connais ça. Ouais. L'IA, je ne connais pas ça. Je peux voir les outils, je peux voir ce qui peut se faire. Je te dirais que d'un point de vue fondamental, il faut que ça soit je vois pas ça comme un disrupteur nécessairement. Je vois ça comme un aidant fort. Il faut qu'on soit curieux, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on voit ça comme étant quelque chose de positif. Je pense qu'on ne peut pas aller là et voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut lui donner sa chance, il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit... C'est pas parce que c'est l'IA qu'on investit puis c'est sûr que ça va marcher. Là. Il faut que ça fasse partie de la démarche complète. Bon, mais comment l'IA vient aider dans ma démarche? C'est la technologie. Mon procédé reste la même. Peut-être que je vais changer mon procédé avec la technologie, si c'est possible, mais c'est un facilitateur, un aidant qui vient aider mon monde. Mais c'est un peu l'approche que j'ai. Puis honnêtement, on a des gens chez nous qui spécialisent puis qui ont des projets là-dessus, puis je vais les écouter. Bien, c'est très bon ce que tu dis parce que ça s'en va là. Fait que de mettre une porte fermée complètement, ça serait, selon moi, une grande erreur. C'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi des étapes. Puis, dans votre cas, ce qui est intéressant, vous avez bâti cette fondation-là. Tu parlais de process, tu parlais de leadership collectivement, tester la démarche, ça fonctionne bien. Toujours de l'optimisation, mais ça fonctionne bien. Là, maintenant, pourquoi pas? Ah oui. On a tout en place. On a déjà fait les pas d'avance pour venir ajouter des éléments d'IA à travers notre process. Il faut rester curieux, il faut rester flexible, il faut rester ouvert. Puis après ça, il s'agit de faire ça de façon logique et raisonnable. J'adore. Ça conclut bien la discussion, Yannick. Un grand merci. Un grand merci. Ça fait agréable. Tout à fait. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, un grand merci à Yannick Beaulieu, chef des revenus chez Epic Machinery. Je vous invite, entre autres, à vous abonner via notre site web ou tout simplement votre plateforme de balado préférée, Spotify, Apple. On est aussi sur YouTube, donc c'est filmé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si jamais vous avez des questions ou directement avec Yannick sur LinkedIn. Il est assez occupé. Tu voyages pas mal, Yannick, à travers le monde. Mais si jamais vous avez des questions, vous êtes une entreprise industrielle, manufacturière, PME québécoise, puis je sais que tu m'as toujours dit donner des bons mots si jamais il y a des dirigeants d'entreprise qui veulent un feedback. On est tous ensemble dans ce bateau-là. La générosité entre nous est fondamentale si on veut réussir. Bien, j'adore. Donc, n'hésitez pas, mais sachez qu'il est quand même occupé. Fait qu'arrivez avec vos questions préparées. Un grand merci à tous. Un gros merci, Yannick. Merci à toi.